Et le Soleil d'Orient était un navire qui avait été construit dans un petit port, qui ensuite prit d'ailleurs le nom de l'Orient. Et ce navire de 1000 tonneaux, qui mesurait 41 mètres de long et était armé de 54 canons, partit donc de l'Orient en 1671. C'était un navire qui avait été envoyé au Siam, donc l'actuelle Thaïlande, parce que le Siam était un nouveau comptoir commercial de la France de l'époque, qui était donc dirigé par le roi Louis XIV, le roi Soleil. Et c'était l'époque où justement la Compagnie des Indes, qui avait été créée en 1664, et dont d'ailleurs le fondateur Colbert et son directeur, M. Berryer, avaient pour tâche justement d'ouvrir des nouveaux comptoirs. Et le Siam était le dernier comptoir ouvert. À l'époque, au Siam, le roi de l'époque s'appelait le roi Phra Narai. Et Phra Narai voulait absolument s'attirer l'aide et les conseils du roi de France, parce qu'il avait combattu une invasion birmane peu de temps avant, et visiblement ses armées n'avaient pas la puissance requise pour repousser une deuxième invasion, et il voulait absolument que la France vienne à son aide. Il réunit donc ses ministres et décide d'envoyer une ambassade au roi Louis XIV, c'est-à-dire des présents extraordinaires. Alors il choisit un navire, le fameux Soleil d'Orient, qui se trouvait à Bantam à l'époque. Toute l'ambassade passe à bord, tous les présents passent à bord, porcelaine, or, etc. Il met même 2 jeunes éléphants recouverts de manteaux sertis de pierres précieuses, et il ajoute à la cargaison une 60aine de grosses caisses dont le moindre petit objet venait d'un palais royal. Et le navire part en direction du sud de l'Afrique. Et là, il fait une courte escale, puisqu'il y a une voie d'eau qui s'est déclarée dans le bateau, dans un petit port du sud-est de Madagascar, où les Français ont établi un petit fort qui s'appelle Fort Dauphin. Et très vite, ce bateau est obligé de lever l'ancre parce qu'il y a un très fort vent venant du sud-ouest. Donc il remonte légèrement vers le nord, car en descendant de la Réunion, il a aperçu une grande baie où il pourrait s'abriter. Et entre le moment où il quitte le port de Fort Dauphin et cette baie, eh bien, effectivement, le navire disparaît. Alors, 3 ans s'écoulent avant qu'un témoignage d'un Français qui était resté là-bas accrédite la thèse comme quoi ce bateau a pris la mer dans des conditions très difficiles, dans une énorme tempête, et aurait coulé au large d'une pointe. Or, il y a 2 pointes au nord de Fort Dauphin. Et ce sont les endroits où nous allons effectivement essayer de localiser l'épave du Soleil d'Orient. Alors, pour aborder effectivement un projet de la sorte, il faut tout d'abord commencer par les informations. Les informations, on les trouve où? Dans les archives. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant, qui nous montre en fait des chapeaux de l'époque qui pourraient confirmer le témoignage dont vous m'avez parlé. Les fameux chapeaux qu'avaient les ambassadeurs, ces fameux chapeaux pointus. Donc c'est suffisamment caractéristique pour évidemment confirmer ce témoignage, puisqu'on voit bien ces chapeaux sur la tête des ambassadeurs. Oui, effectivement, parce que le témoin a raconté, enfin avant qu'il soit donc repris par un navire français qui l'a ramené au Siam, ce qu'il avait frappé, c'est ces grands chapeaux pointus. Et donc, effectivement, on le retrouve là, c'est remarquable. Ça, c'est effectivement un point très très intéressant là. Et là, vous nous avez trouvé aussi une petite. Oui. Alors, on a trouvé effectivement une carte, une reproduction de carte ancienne qui montre qu'à l'époque, en fait, il y avait déjà une bonne définition du trait de côte. Et donc, on retrouve les situations de Fort Dauphin, de l'Anse Dauphin et du cap Itapéré, où éventuellement le bateau aurait pu disparaître. Et qui s'appelle aujourd'hui Itapera, effectivement. C'est une des pointes, oui, parce que le témoin, encore une fois, a dit qu'il a vu disparaître, enfin, dans la tempête, le navire au large d'une pointe. Et donc, il aurait disparu, d'après les éléments que vous avez, il aurait disparu à ce niveau. Dans cette zone-là.
Eric, regarde ce que j'ai trouvé sur les côtes de Madagascar. C'est toutes les instructions nautiques. Oui. Tu vois, regarde, tous les points, toute la côte, tous les dangers existants aujourd'hui. Avec ça, on va pouvoir recompiler avec les informations archéologiques. D'accord. Hein? Ah oui, ça montre que effectivement la vie à bord de ces navires était très dure, hein, très dure. Et regarde, on cite tous les équipements, les accessoires. Ça pourrait nous servir de référence aussi. Ils dormaient entre des canons. Voilà. Là où leur... étaient les cuisines, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme matériel. Et puis la nourriture, en plus, t'imagines la nourriture, oh là là, c'était... Parce qu'ils pouvaient embarquer, ils embarquaient des poules, des chèvres Donc sur le pont. On devrait peut-être retrouver des cages, des choses comme ça. Exactement, tout à fait. Alors, ce bateau est mythique parce que c'est certainement l'une des plus fabuleuses cargaisons du monde. Le travail de renseignement archéologique a été fait de façon remarquable par Eric et d'autres experts. De mon côté, je me suis renseigné sur des données un petit peu plus confidentielles afin de bien voir la zone, regarder comment c'était pavé, savoir si des marines étrangères avaient été un peu travaillées dans le coin. Bon, on a regardé tout ça, tous les collectionnés. Aujourd'hui, on arrive à être assez mûr pour dire ça vaut au moins le coup d'aller regarder. Voilà. Et de toute façon, cette épave, rien que le rêve d'être dessus, c'est déjà vivre ailleurs. Alors, il est évident que dans la phase de détection, on se sert de deux grandes catégories de matériel. Les sonars, qui sont des poissons remorqués derrière le bateau, et qui vont définir une forme anormale au fond. Une fois qu'on a détecté cette forme anormale au fond, on va faire passer un magnétomètre. Le magnétomètre est basé sur l'attraction terrestre, le magnétisme de la Terre, qui fait que s'il y a un objet métallique entre le champ magnétique terrestre et la surface, il va y avoir une déviation. Donc ça veut dire que dans 10 mètres de corail, si vous avez un clou en cuivre par exemple de 15 cm, ça va faire une déviation. Donc une forme anormale avec les sonars, les magnétomètres derrière, on se dit, tiens, là, il faut les regarder. Comment ça va? Ça y est, vous avez bien voyagé? Comment tu vas? Bonjour. Bonjour. Ça va? Déjà les détendeurs. Les combinaisons. C'est bon. Allez. Tu vois ici, là, voilà. Ça, c'est donc l'ancien fort de Fort-Dauphin, qui a été construit par les Français donc, au tout début du XVIIe siècle. Mais on voit très bien les ruines du fort là, en haut de la colline. Et le navire donc, est parti de là et ensuite s'est dirigé vers le nord. L'endroit où nous allons plonger sur l'épave du Soleil d'Orient est un endroit justement qui n'est pas du tout placé où les deux autres expéditions dans le passé avaient plongé déjà. Et avec cette queue de cyclone là, que l'on subit en ce moment, il se peut qu'on navigue un petit peu plus lentement. Mais disons qu'on va essayer de voir si effectivement, avant la tombée de la nuit, on peut déjà faire une première plongée sur le site dès qu'on aura découvert, bien sûr. Il suffirait d'un indice, il suffirait d'un seul indice pour pouvoir l'identifier, parce qu'il n'y a pas 36 000 épaves de cette époque qui ont coulé à cet endroit, donc c'est ce qu'on cherche en fait. On cherche un indice.
Non, là, ce que je veux voir, c'est vérifier si le détecteur là, marche bien. Donc avec ça, on va pouvoir, dès que l'épave va être détectée avec le magnétomètre, on va pouvoir, avec cet appareil, qui est en fait un détecteur de métaux sous-marins, affiner le périmètre de l'épave. Ce que nous allons faire, c'est partir de Fort-Dauphin, essayer de prendre quand même relativement au large, parce que je pense que d'après le capitaine, il y a certains écueils coralliens qui sont peut-être pas forcément mentionnés sur la carte. Faire une première plongée ici, on verra bien si effectivement si on trouve un spot là, donc c'est intéressant. Et puis si jamais toutefois on ne trouvait pas l'épave là, on ira faire une deuxième plongée au large de cette deuxième pointe. Par contre là, la pointe elle est plus large, non? Oui, mais bon, le témoignage disait au large d'une pointe. Alors entre 3 et 5 lieues. Alors 3 et 5 lieues, 3 lieues c'est là, 5 lieues c'est là. Ou c'est cette zone-là ou c'est cette zone-là, quoi. Bon, donc tu feras attention, hein, tu sais, ce genre de tumulus, c'est plein de poissons-pierres. Hein. Donc tu feras vraiment attention parce que comme tu sais, on les voit pas. Clair, Et, je ferai attention aux mains. Il peut y avoir aussi certains serpents venimeux. C'est comme la quête du Graal. Ce qui est important, c'est d'y arriver. Tout à fait. C'est pas de l'obtenir, c'est le chemin qui t'amène à y arriver, c'est le chemin de la découverte, c'est le chemin du raisonnement, c'est ça qui est important. La recherche. La recherche, les recoupements. La recherche, parce qu'en fait, on se cherche soi-même. Dans ce sens-là, à fond. À fond, à fond. Voilà. C'est bon. Là, tu vois, on a une grosse bosse qui apparaît sur le sondeur. Et on est à 50-60 mètres de profondeur. Oui, 55, 56 mètres. Ouais. Là, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, il faut aller voir, hein. Ça a l'air d'être un gros tas. Vas-y. Bon alors donc il ne faut pas, s'alarmer outre mesure. On a plongé aujourd'hui sur un spot qu'on pensait être l'épave. Bon là en l'occurrence c'est visiblement une roche magnétique. Cette roche ressemblait au sondeur vraiment à quelque chose qui ressemblait à une épave, surtout qu'on a passé le magnétomètre tout à l'heure dessus, il y avait une anomalie magnétique. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de canon, il n'y a pas de morceaux de porcelaine. Il n'y a pas d'encre, bon, il n'y a rien qui prouve que c'est une épave, donc visiblement bon, on laisse tomber et demain nous avons un spot qui me semble très intéressant. Là, ça va, la bouteille, tu la sens bien là?
Alors, c'est bon? Ah là là, superbe. Il y a beaucoup au fond, à ton avis? Ah, il y a pas mal, là, je crois. D'accord, mais c'est bon. Petit aperçu, il y a pas mal. C'est bien. Ce qui est fantastique, c'est que, vous voyez ici, là, on voit les deux colonnes, ici, sur les colonnes d'Hercule, qui symbolisaient en fait le détroit de Gibraltar. Et ici, vous avez une oriflamme là, qui a la forme d'un S, et en fait, c'est l'ancêtre du symbole du dollar. De l'autre côté, bah, on voit clairement ici le 8, c'est une pièce de 8 réaux espagnole, et cette pièce de 8 réaux a été pendant près de 3 siècles la monnaie de base, disons, de tous les navires, qu'ils soient français, anglais ou autres. Donc ce sont des pièces ce qui est intéressant, c'est que donc, elles ont une date de 1670, donc c'était un petit peu plus de 10 ans avant son naufrage. Donc ça c'est vraiment une preuve. Ah bah c'est une preuve. On a pratiquement identifié l'épave. Ah, c'est cool. Et bravo encore. Bravo. Bravo. Bien indiqué.